Bonsoir tout le monde. Je remercie les organisateurs, ils viennent d'être donnés, mais je tiens particulièrement, naturellement, à remercier mon éditeur, Armand, qui a bien voulu publier mon bouquin « Antisionisme, judéophobie, islamophobie, etc. » Ça paraît curieux, mais aujourd'hui, il me semble que le thème, la question la plus importante, c'est pas l'antisémitisme, c'est l'islamophobie. Et ce qui est important, c'est de voir quelle est la répercussion du conflit en Palestine et des guerres de Palestine et du Liban aujourd'hui, puisque nous assistons à une attaque en règle du Liban, sur la situation en France et sur le racisme et l'islamophobie en France. Alors, vous savez tous, pour partir de la Palestine, que selon les termes mêmes, il y a des problèmes de son, non ? Selon les termes mêmes de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la Cour de justice internationale et la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, nous avons une guerre génocidaire. Alors, je ne vais pas discuter de la question juridique, pour avoir. Une guerre en réponse aux attaques du 7 octobre, qu'on pourra analyser si vous voulez, mais il y a plusieurs choses dedans. Il y a d'abord une action de commando organisée par le Hamas, c'est évident, mais il y a eu aussi d'autres organisations et des individus, de la foule qui est passée dans la brèche et qui a provoqué des massacres que vous connaissez. Alors, cette action dans la société a suscité dans la société française, évidemment, une campagne officielle, politico-médiatique, qui continue toujours, et maintenant qui se poursuit sur le Liban, qui n'a rien à voir avec les faits que nous venons d'évoquer. Elle témoigne sous l'apparence d'un parti pris philosémite, on pourrait dire, écrasant, d'un parti pris pour l'État d'Israël dans cette guerre, contre la résistance palestinienne, contre le peuple palestinien et contre le peuple libanais. La dénonciation de l'antisionisme, qui est assimilée à l'antisémitisme, a pour conséquence de mettre en exergue dans un même temps les actes anti-juifs, anti-israéliens, et de minimiser, voire de passer sous silence, la masse quotidienne des actes racistes, qui sont anti-noirs. Je parle par exemple, c'est revenu ces jours-ci, le fameux lynchage de Mourad et Hans le 22 septembre 22, qui n'ont toujours pas été, que le procureur ne peut même pas prononcer le mot de racisme à cet égard. C'est quand même fantastique. D'autres, un racisme anti-noir et anti-arabe, anti-noir et anti-arabe, souvent confondu avec l'islamophobie. Tout ça, c'est un joyeux pudding. C'est simple, selon la Vulgate officielle, l'islamophobie serait une invention des frères musulmans, tout le monde sait ça. Ils sont partout, à en croire l'anthropologue Florence Bergeau-Blacker, que vous pouvez lire sur mon site, j'ai fait une critique sur mon site, pour empêcher toute critique de l'islam comme religion. Alors, même si le phénomène existe, on peut pas nier que ça n'existe pas, c'est complètement marginal. On aura le temps d'en parler. En fait, ce que l'officialité politico-médiatique présente aujourd'hui comme une reviviscence de la vague antisémite des années 1890-1945, que le nazisme a poussé jusqu'à l'horreur absolue, n'a peu de réalité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et au Liban, terre d'occupation et de colonisation israélienne.
En partant du Liban, vous savez que le Likoud revendique que la frontière nord d'Israël sur le Litani. Et l'attaque d'aujourd'hui s'appelle Fleuve du Nord, ou quelque chose comme ça. Vous imaginez que dans la tête, c'est pas le Litani? Donc on peut mesurer les ambitions ici, même immédiates. Alors, il peut y avoir des manifestations de racisme, d'un racisme anti-juif, ça peut exister, et ça a toujours existé, dans notre société ça a existé, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, je laisse ça à la discussion. Mais je voudrais plutôt rappeler ici le cadre historique du phénomène qui me semble vraiment caractériser cette situation, l'islamophobie, et pour ceci, je suis obligé de partir d'éléments historiques indispensables pour connaître cette situation. On ne peut pas comprendre la réalité et les formes de l'islamophobie en France sans se reporter à la période coloniale, dont elle est une suite, une rémanence, une inertie, et notamment l'occupation de l'Algérie, et du rapport particulier qu'avait la France avec l'Algérie. En droit colonial, les musulmans sont une catégorie de la population à part. Ça existe toujours encore aujourd'hui, parce que dans la tête des gens, que les musulmans ne sont pas une religion, c'est une ethnie. C'était dans la loi française. Et dans le code de l'indigénat, notamment en 1881, qui soumettait les Algériens à des règles policières et des règles répressives particulières appliquées par les autorités administratives. Ceci à tel point que même un musulman converti au christianisme restait musulman dans la loi et donc était soumis au code de l'indigénat. Voilà. Quand on dit il y a des bons, des Français, pas tout à fait. À l'époque, il y avait deux catégories de Français. Les Français français et les Français musulmans. Alors, ça laisse des traces dans les esprits aujourd'hui. Même notre nouveau ministre de l'Intérieur parle de Français de papier, lui. Alors, il s'agissait là d'une islamophobie de type racial et institutionnel. D'État, on pourrait dire. On peut discuter sur les mots, mais elle était inscrite dans la loi. Cette situation possède une énorme inertie, je l'ai dit, dans la société actuelle. Une inertie dans les pratiques discriminatoires que tout le monde connaît. Selon Toubon, à l'époque, dont il a fait son rapport, quel était son titre, Monsieur Toubon? Les arrestations aux faciès. Un Arabe ou un Africain a 20 fois plus de chances, si on peut dire, d'être arrêté par la police. 20 fois plus. Les discriminations à l'embauche. Pour un Arabe ou un Noir, 7 fois moins de réponses positives. C'est énorme, quand même. J'ajoute le logement. Dans le logement, SOS Racisme avait fait une enquête dans laquelle la moitié des demandes voulaient exclure les Noirs et les Arabes. La moitié des propositions de location. C'est énorme. Il s'agit là d'une islamophobie qui est une forme de racisme, non plus institutionnelle, mais que les juristes ont qualifiée de systémique ou de structurelle. Dans la société française, il existe un triple préjugé multiséculaire à propos de l'islam, qui pèse sur la situation, renforcé par la situation infériorisée des musulmans pendant la période coloniale. Alors, premier point, les musulmans confondent religion et politique. Donc, avancer des revendications pour les musulmans, c'est nécessairement politique. S'ils demandent un carré musulman dans les cimetières, c'est politique. Et donc, il y a derrière une idée. Derrière. On en reparlera, si vous voulez, de ça. L'islam serait par nature violent.
Dans toute revendication, donc, toute revendication musulmane, comme dirait l'anthropologue Blacko-Decker, est potentiellement violente. Derrière toute revendication, vous avez des gens qui vont venir et puis un jour qui peuvent vous sauter à la figure. Et il serait irréformable. Il est né d'un coup, il est unique, il est uni, il est le même depuis l'Indonésie jusqu'au Rif, et il est irréformable. Alors, ces préjugés sont cultivés par une islamophobie universitaire, aujourd'hui essentiellement sécuritaire. Vous savez que depuis ces dernières années, 70 à 80% des études sur l'islam sont faites pour la police, dans les universités. Vous avez peu de chance d'aller pouvoir étudier tranquillement la civilisation arabo-musulmane. C'est un privilège, ou une sorte d'irrédentisme. Alors, il est sécuritaire et dans un esprit où tout est mélangé, où tout se mélange, le quiétisme, la politique salafo-djihadiste, le Daesh par exemple, les frères musulmans, le Hamas, les groupes djihadistes de type Daesh, tout ça c'est la même chose, c'est l'islam. Mais on ne sait jamais si on met le doigt là-dedans, si on ne va pas être pris dans quelques-uns de ces mouvements. Cette attitude se traduit par une place à part faite à l'islam par rapport aux autres religions dans la société française. Vous avez entendu le nouveau ministre de l'Intérieur. Première chose, il parle de l'islam. Pourquoi ? La séparation des églises et de l'État de 1905, dont la France s'enorgueillit, n'a jamais été appliquée à l'islam. Jamais. D'abord, pendant la période coloniale, il y a eu une exception. C'est l'État, en Algérie, qui nommait les imams. Non seulement les imams, mais les présidents des zawiyas, des associations religieuses, qui étaient dirigées par des anciens combattants avec des quantités de médailles, là, que des bénis oui, comme on disait. Il y en a beaucoup aujourd'hui, encore. Alors, ni aujourd'hui, où l'État cherche à créer une représentation des musulmans, vous le savez, à sa main, il n'y arrive pas, et où il intervient sous toutes les formes, à peine dissimulées, on pourra en parler, dans les questions d'organisation, et même, je suis dans un pays où il y a pas mal de protestants ici, et même sur les questions théologiques, qu'on n'oserait pas demander à des protestants, ce serait impossible, ce serait une levée de bouclier générale. Mais à des musulmans, si. Aux musulmans, on interdit de parler de prédestination. Terminé. On doit faire, pour être imam, d'après les tentatives qu'il y avait eu du dernier conseil, il fallait renoncer à la prédestination. Eh bien, évidemment, vous comprenez pourquoi ça ne marche pas trop, les représentations de l'islam. Alors, aujourd'hui est menée une politique visant les musulmans qui prend les formes différentes. Une législation policière antiséparatiste, au nom d'une laïcité qui relie tout l'arc politique allant de la gauche anticléricale traditionnelle à une extrême droite catholique. Beaucoup de gens sont d'accord. Vous avez vu comment, par exemple, le printemps républicain a été une sorte de catapulte pour passer de la gauche à l'extrême droite. Des tracasseries, et même quand ça ne suffit pas. Vous savez que pendant les Jeux Olympiques, il y a à peu près 400 personnes qui ont été assignées à résidence administrative. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient plus ou moins proches de l'islam ou de comment on appelle ça, les écologistes. Donc il n'y a pas que... Vous voyez comment une règle, ça sert après, ça marche. Il y a des gens qui n'ont pas pu aller à leur travail pendant 1 mois. Si les règles ne suffisent pas, parce qu'elles ne suffisent pas, il y avait des commissaires qui ont théorisé qu'on utilise la méthode Al Capone. C'est les termes même qui viennent de la police.
Qu'est-ce que c'est la méthode Al Capone? Ben, si on ne peut pas prendre quelqu'un la main dans le sac, on va lui trouver quelque chose. On va vérifier, on va trouver qu'il y a un fil électrique qui n'est pas bien placé dans votre mosquée. Hop, on la ferme. Voilà, c'est ça la méthode Al Capone, théorisée. Donc non seulement on a accru les lois qui donnent des pouvoirs administratifs énormes à l'administration, aux préfets, aux sous-préfets, vis-à-vis des associations sportives. Par exemple, Mme Berger-Blacker, j'arrive à difficilement dire son nom, elle dit attention aux associations sportives, ce sont des écoles de combat pour le moment où on va passer à la lutte. Alors donc les associations sportives, les associations culturelles, les associations d'alphabétation, apprendre l'arabe, c'est déjà mettre un pied dans le Coran, et mettre un pied dans le Coran, c'est mettre déjà un pied dans Daesh, en quelque sorte. Tout ça, c'est possible. Bon. Je vais terminer sur la guerre génocidaire, il faut l'appeler comme ça, je parle politique, je ne parle pas juridique, parce que je ne vais pas rentrer dans les discussions, bien qu'on pourrait. Menée à Gaza par l'État israélien aggrave cette situation. Vous avez remarqué tout de suite. Le gouvernement français, les médias, nient la nature de résistance du mouvement national, du mouvement palestinien. C'est pas de la résistance puisque c'est de l'islam. Or, si c'est de l'islam, on l'a vu, on ne sait jamais où ça va. Il y a Daesh dans l'islam. Et on a tout de suite dit, il y a un lien entre... Il paraît qu'on n'importe pas les... Comment s'appelle les luttes d'ailleurs ici. Mais tout de suite on a dit, le Hamas, c'est Daesh, c'est l'assassinat du prof, là, comment s'appelle-t-il, ce malheureux prof. Tout ça c'est la même chose, c'est l'islamisme. Donc tout de suite, Israël riposte à l'attaque du 7 octobre. Nous sommes pris dans une lutte générale mondiale contre l'islamisme et contre l'islam. Si ce n'est pas importé, les luttes du Moyen-Orient, alors les uns ont le droit de l'importer, mais pas les autres. Quand on voit l'intervention de la déclaration du grand rabbin de France, oui. Qui a été extrêmement choquante, oui. On se demande, certains imams n'ont pas cette liberté d'expression. Par contre, quand on voit le rabbin qui fait clairement un appel à la haine et un appel au génocide, il a appelé à terminer le boulot. Est-ce que vous avez une explication à donner par rapport à cette situation quand on voit qu'il y a cette islamophobie d'État Bon, on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire si la lutte de résistance palestinienne, je la fais virer sur la question de l'islamophobie, bien évidemment, je sors d'univers, et alors on sort la laïcité, il faudrait, mais ça n'a rien à voir. La question de la laïcité avec une lutte de résistance, ça n'a rien à voir. Bon, on y reviendra. Alors, qu'est-ce que c'est que la lutte palestinienne dans cette idéologie? On n'en parle pas. Si vous regardez dans les télévisions, les plateaux de télévision, pour parler de la guerre là-bas, on parle rarement. Il a fallu très longtemps avant qu'on montre des images. Les journalistes qui sont à Damas, qui sont arabes, ne sont pas des journalistes. Gilles Kepel dit, mais il n'y a pas de journalistes à Damas. Mais non, il n'y en a que 160 qui ont été tués, c'est tout. Mais ce ne sont pas des journalistes de Paris, évidemment. Alors, même Macron, Emmanuel, établit l'identité entre antisionisme et antisémitisme. Des militants pour la cause palestinienne subissent des inculpations, des arrestations. Tout le monde a été sommé de dire Hamas est une organisation terroriste. Et maintenant même, alors que même l'ONU ne la reconnaît pas comme organisation terroriste. Et alors il faudrait savoir ce que c'est qu'une organisation terroriste, peut-être qu'on en parlera. Des centaines de procès sont intentés contre
des gens qui soutiennent la Palestine ou qui ont osé en parler sous forme d'apologie du terrorisme pour inculpation de défense d'apologie du terrorisme ou d'islamisme, donc, etc. Donc cet épisode nous fait revenir, et c'est là, je reviens au début, aux années de la guerre d'Algérie. Ceux qui ont vécu ça dans la deuxième partie des années 50 peuvent s'imaginer qu'on a exactement la même ambiance, les mêmes arguments qui reviennent, et la société reprise, subit un regain d'esprit colonial. C'est mon point de vue. Vis-à-vis de nos compatriotes maghrébins et algériens, il faudrait, maghrébins et africains, il faudrait ajouter aujourd'hui, 24 septembre, nos frères kanaks qui fêtent l'anniversaire de l'occupation de leur pays en 1861, enfin je ne sais pas combien d'années maintenant, alors que les Caldoches fêtent la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Drapeau déployé. Tout ça nous fait vivre quelque chose où l'inertie dont je parlais, l'inertie de l'esprit colonial qu'on vit dans notre société aujourd'hui, il est là en première personne. On a des gens qui viennent sur les plateaux dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les colonies, c'est fini depuis longtemps. » Comment c'est fini depuis longtemps? D'abord, il y a des luttes anticoloniales réelles, aujourd'hui, même si elles sont... si la Nouvelle-Calédonie n'est pas l'Algérie ou le Cameroun, où il y a eu une lutte armée qui est passée à côté. Et de toute façon, dans l'inertie de cette pensée dont j'ai essayé de vous montrer le poids dans la société française. Voilà, je vous remercie. Et donc, Merci infiniment. Alors, pour ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas. Juste un petit... Il n'y a pas que des musulmans en Palestine, il y a aussi des chrétiens. Oui. Exactement. Est-ce que vous m'entendez lorsque je parle sans micro? Oui. Au fond, là-bas. Les gens du fond qui dorment près du radiateur, là-bas. Bon, je préfère parler sans micro. Si vous me dites que c'est pas assez fort, je lèverai la voix, mais ça me gêne vraiment, ces instruments. C'est un petit supplice. Bon, alors effectivement, il y a des chrétiens en Palestine. Un auteur célèbre, qui est Edouard Saïd, est un authentique palestinien chrétien. Bon, d'autre part, il y a des organisations palestiniennes qui ont reçu beaucoup de chrétiens chez eux, comme le FPLP ou le FDPLP. Et ils ont participé à l'assaut du 7 octobre et à la résistance aujourd'hui, à Gaza et en Cisjordanie. Et ils font partie des groupes terroristes, évidemment dénoncés et combattus par Israël. Ma question, c'est ici en France. Oui, bonsoir. Merci encore une fois de votre déplacement et votre intervention qui nous rappelle bien des choses très importantes. Moi, il y a une question comme ça qui m'interpelle à chaque fois. Pourquoi nos frères chrétiens, catholiques, protestants en France, on les entend pas sur ce génocide qui franchement, qui choque tout le monde. Est-ce qu'ils s'alignent sur la position de l'État Mais il existe un mur qui est le mur entre les gens qui se croient blancs. Je ne sais pas pourquoi ils seraient blancs. Parce que, par exemple, les juifs séfarades qui étaient en Algérie ou au Maroc, aujourd'hui, ils sont en Israël, mais ça y est, ils ont été annexés dans les blancs. Maintenant, ils sont blancs. Donc, c'est une notion purement fantasmatique.
Donc, il y a les Blancs, c'est-à-dire ceux qui se pensent comme Occident, civilisés, blancs, et puis le reste du monde, qui ont été des colonies et qui, même si aujourd'hui sont indépendants, ne le méritent pas vraiment. Je vous donnerai une anecdote. En revenant de Bagdad en 91, avec mon épouse, Naïma, qui est dans la salle, nous avons rencontré le patriarche chaldéen. Comment s'appelait-il déjà Bon, bref, un bonhomme assez imposant. Et on a fait un article quand on est proposé à la Croix. Bon, ben ils nous ont raccourci l'article de moitié, ensuite de moitié, ensuite de moitié, et à la fin, il ne restait rien. Parce que ça les embêtait de parler. Pour eux, les chrétiens d'Irak, ce sont des suppôts de Saddam. Pourquoi? Ils s'en foutent qu'ils soient chrétiens. Et on a vu là-bas un prêtre, Thomas, le prêtre Thomas, qui était à l'église catholique, l'église latine de Bagdad. Il est venu à Paris, et on ne voulait pas l'entendre. Il était effaré. Parce qu'il était avant tout irakien. Avant d'être chrétien, il était irakien. Tandis qu'ici, les sociétés européennes ou américaines cherchent à utiliser les minorités catholiques pour les sortir de la société, les porter contre elles et se faire les canaux de transmission de leur visée impériale. C'est ça que disait Bidawi, il s'appelait. C'est ça que disent les chrétiens d'Irak aux Français. Arrêtez de nous prendre, de nous considérer comme des gens susceptibles d'être en désaccord avec notre pays, parce que vous nous rendez le sort, vous nous mettez en danger. C'est ça. C'est là le truc. On s'en fiche, chrétien, pas chrétien. C'est pas ça la question. La question, elle est l'état d'esprit de supériorité européenne, occidentale, si vous voulez. Tout ça, c'est des mots, évidemment, qui sont fantasmatiques. C'est pas religieux. C'est pas religieux, au fond, c'est pas religieux. Mais on se sert de la religion pour essayer d'opposer les chrétiens aux musulmans. Il y a d'ailleurs un pays qui s'appelle l'Irlande, qui est très catholique et qui soutient à fond. Voilà, oui, alors ils sont curieux, ces Irlandais. Bon, c'était la même chose au Liban, c'est évident, on ne va pas raconter l'histoire de la région. En Syrie, si vous allez en Syrie, vous verrez aussi que là, les chrétiens ont été plus du côté du régime que de l'autre côté. Bon, donc ça désespère les puissances européennes, ça a toujours désespéré. Excusez-moi, monsieur, j'ai vécu en Syrie 4 ans à Alep, je connais très très bien la Syrie. Voilà. Et il n'y avait aucun problème entre toutes les communautés religieuses. Aucun problème. Tout comme en Palestine. En Palestine aussi, bien sûr. En Palestine, à l'origine. Oui, madame. Par rapport à il y a 40 ans, 40 ans, c'est-à-dire dans les années 80. Oui. on entendait parler de la Palestine, mais c'était plus l'OLP. Oui. C'était pas lié, enfin, il m'importe, à la religion musulmane. Enfin, moi, je ne le voyais pas comme ça. Et là, moi, je pense que ce qui s'est passé en Iran fait beaucoup de mal. Enfin, j'ai une amie iranienne, ce qui s'est passé l'année dernière, puisque ça peut faire peur par rapport au fait qu'ils ont pris le pouvoir et que là, c'est plus la religion. Enfin, c'est la... Enfin, moi, j'ai l'impression que... Bon, il est bien évident que la révolution islamique en Iran a bouleversé la situation. Mais d'autre part, le monde arabe lui-même, devant l'échec des mouvements nationaux, a été submergé par des courants religieux, c'est clair, et souvent des courants qui ont introduit une dose de bigoterie qui est absolument... pour nous, ici, qui est évidemment incompréhensible. Bon, mais il faut aller regarder sous ce voile-là la réalité des luttes. Les luttes de résistance ont pris l'accent, ont pris le voile du religieux, on pourrait dire, qui modifie dans certains sens les objectifs ou
certaines pratiques, mais ça n'enlève pas la nature de résistance. Vous voyez, à la lutte palestinienne, par exemple. Oui. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez en France. Oui, mais bien sûr, il faut montrer qu'est-ce qu'il y a dessous. Je vous signale, par exemple, que Arafat, qu'on a montré comme le grand... Il a commencé chez les frères musulmans. Et alors, Donc c'est... quand il s'exprimait à Arafat, la deuxième partie de sa vie de lutte, c'est vrai qu'il avait un discours assez laïque, mais quand il s'exprimait au peuple arabe, Bien sûr. également au peuple musulman, il y avait aussi un message qui était diffusé pour sensibiliser en fait la communauté musulmane dans le monde. Parce qu'il faut savoir, peut-être que vous le savez, mais la cause palestinienne est importante pour la communauté musulmane, parce que Jérusalem, c'est le troisième lieu saint en islam. Très dur, hein, là. Et du coup, c'est vrai que pour les peuples musulmans, ça a une grande importance. Et non seulement il y a une connotation, il y a une raison coloniale, les peuples musulmans ont aussi vécu le colonialisme dans leur sang et dans leur chair, mais il y a ce côté religieux, cette importance en tant que troisième lieu saint, et comme le peuple palestinien qui est majoritairement de confession musulmane, il y a une minorité chrétienne, il y a des athées, il y a aussi des juifs palestiniens. Avant l'arrivée du sionisme, il y avait aussi une communauté juive palestinienne. Mais en tant que musulman, le peuple, il y a une fraternité entre musulmans, donc ça touche les musulmans forcément. Voilà. Mais ça ne rend pas la lutte plus religieuse qu'avant. Alors, c'est mon avis. Hein. Mais, enfin, vu de ma porte, les autres pays hors Israël, ils n'aident pas, enfin, ils sont quand même très, enfin, je sais pas, lâches, ou ils les laissent tomber, en fait. Oui, ça, attends, c'est une autre question. On en reparlera si vous voulez. Mais je voudrais revenir sur cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde musulman, l'angle de la religion est différent dans les sociétés européennes. Au bout d'une longue évolution, les sociétés européennes se sont sécularisées. Dans le monde musulman, le peuple n'avait pas ce rapport à la religion. C'est pour ça que lorsque les courants nationaux, dits laïques, etc., ont fait faillite pratiquement dans les années 70, eh bien, les mouvements religieux ont pu reprendre avec leurs défauts, avec leurs côtés et leurs défauts. Mais ce n'est pas parce que, mais ils réagissent et donnent des directions sur des poussées de la société qui sont restées les mêmes. Il y a évidemment une opposition dans ces pays aux puissances occidentales. Et c'est justement parce que la faillite des courants qui se voulaient occidentalisés ont failli que l'islam est devenu une sorte de refuge identitaire. Donc on ne peut pas démêler ces choses-là facilement. Et il ne faut pas se laisser avoir par le fait que c'est musulman. Vous avez d'ailleurs, vous savez, au moment de la révolution russe, c'est vieux, vous avez eu tout de suite dans les mouvements islamistes des mouvements qui se disaient islamistes et communistes, notamment en Égypte. Et il y a un fameux congrès dont on parle peu, c'est un congrès de la troisième internationale de Bakou, où même les dirigeants soviétiques, emportés par cet élan dans les pays musulmans, parlaient de djihad contre la Grande-Bretagne. Alors aujourd'hui, on parle d'islamo-gauchisme. Bon, enfin, c'est des enfantillages, tout ça. Il y a des mouvements réels dans l'histoire qu'il faut regarder. Parce que la Russie a occupé beaucoup de pays musulmans. Bien sûr. Bon, après, c'est conduite comme les autres. Hein, c'est comme la France en Algérie, c'est conduite. Il faut pas nier. Mais c'était pas en 1920, ça, c'est après. Hein, d'accord ? On pourrait dire 23-24. Vous avez eu en Russie des mouvements comme Sultan Galiev, par exemple,
qui mariait vraiment le communisme et l'islam. C'était un Tatar de Kazan. Bon, et puis avec Staline, il a été éliminé, évidemment. Non, ça, on peut dire qu'en 24, ça s'est terminé, cette histoire. Bon, enfin, je faisais une parenthèse, mais pour montrer que comment dans les pays, enfin c'est Galiev qui le disait à l'époque, comment dans les pays musulmans introduire des idées qui sont celles du XVIIIe siècle européen. La société n'est pas là. La société a un autre rapport à la religion. Et il faut le comprendre, et ça existe toujours. Et vous avez aujourd'hui des gens qui essaient d'expliquer ça, comme M. Burga, hein, évidemment, qui se font tirer à boulet rouge par les autres universitaires qui sont dans une idéologie islamophobe sécuritaire. Je ne parle pas que de Gilles Kepel, il y en a toute une quantité. Qui, d'ailleurs, François Burga, rappelons-le, a été aussi mis en garde à vue. Il a été mis en garde à vue, oui. Bah, évidemment, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les partis islamistes en Égypte ou autres, même derrière les frères musulmans, parce que aujourd'hui, par exemple, c'est le cas vous le trouverez sur mon site, ceux qui veulent lire la critique que je fais de Madame Bergeau Blacker, vous le dites mieux que moi, parce que moi, il m'arrive le nom d'un instrument mécanique là-dedans qui est de torture. Voilà quelqu'un qui, ne peut pas imaginer une revendication qui prend l'allure de l'islam. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je vous signale qu'en France, par exemple, on a l'impression qu'avec la Révolution française, du moment qu'on a mis les curés en prison, hein, ça y est, la France est devenue laïque. Mais savez-vous que dans les années 1840, le plus grand mouvement communiste en France, les babouvistes, ils étaient babouvistes, ils étaient communistes et chrétiens. Ils se revendiquaient d'un communisme chrétien. Et c'était très difficile. Et il y avait des polémiques dans le mouvement ouvrier en France et le mouvement socialiste, justement sur la question du rôle de la religion. Donc, et le côté rousseauiste, si vous voulez, du socialisme français, il a abandonné le christianisme, c'est avec Napoléon III, parce que Napoléon III a mis l'Église au pouvoir partout, dans des conditions qui étaient insupportables pour le peuple. Et le peuple, là, s'est retourné. Voilà. Mais c'est pas si vieux que ça, de séparer la religion, des formules religieuses de la lutte sociale. Excuse-moi, je vais juste donner la parole à madame. Oui, il y a longtemps qu'elle demande la parole. Merci. J'avais une question, mais si vous permettez juste une rapide réaction, puisqu'on a parlé un peu de... Je n'entends pas ce qu'elle dit, je n'entends pas très bien. Est-ce que c'est mieux? Allez-y. Donc j'avais une question, mais si je peux permettre juste une réaction par rapport à l'Iran, c'est qu'on a effectivement des gouvernements et des sociétés qui vont être très critiques sur le régime iranien, mais ce sont des critiques qu'on ne va pas du tout entendre sur d'autres régimes qui se disent aussi musulmans, qui vont fonctionner de façon tout aussi autoritaire. Bien sûr. Je pense à l'Arabie Saoudite, par exemple, à d'autres pays, parce qu'on a l'impression qu'ils vont rentrer un peu dans l'agenda, si je peux dire ça comme ça, moins poser de difficultés à nos gouvernements, à nos politiques. Donc je pense que c'est pas forcément... c'est un argument qu'on peut vite réfuter que de dire oui, mais il y a aussi des islamistes de tel ou tel pays qui soutiennent la Palestine. Il y a des islamistes d'autres pays qui soutiennent Israël ou qui vont être neutres dans ce conflit. Et ensuite, très rapidement, au début de votre intervention, vous avez parlé d'une islamophobie institutionnelle et étatique au moment de la colonisation. Oui. Que vous avez plus tendance à définir comme systémique maintenant, mais est-ce qu'on n'a pas au niveau des lois qui sont vraiment écrites, comme je pense par exemple aux lois sur le port de la Baïa? Oui, c'est juste. Là, on est revenu, oui, ça c'est institutionnel, ça c'est clair. Mais ça n'a pas la masse
Ça ne donne pas un régime comme celui du Code de l'indigénat, qui est un régime répressif spécifique aux colonisés. Il y a une différence, il y a des nuances quand même. Mais c'est évident que c'est un acte, c'est du racisme qui est d'État, c'est clair. Il y en a quelques-uns actes comme ça. Alors je voulais revenir, il y a une question qu'on a éludée tout à l'heure, sur la question des régimes arabes et du soutien à la Palestine. Hein. Alors on se demande pourquoi, oui, évidemment. Ben, vous savez, les Palestiniens, dans les années 70, le mot d'ordre chez les Palestiniens, c'était la route de Jérusalem passe par les capitales arabes. Donc c'est pas neuf l'histoire. C'est pas neuf. Les Palestiniens ont toujours été des gens qui ont dérangé les gouvernements arabes. À l'époque, il y a eu des gouvernements qui les ont aidés. Il y avait le Front du Refus, il y a eu, etc. Mais aujourd'hui, ces gouvernements, ils ont pratiquement capitulé devant les positions les plus réactionnaires de l'Arabie Saoudite. Bon. Même au Maroc, je viens de lire aujourd'hui que les gens qui manifestent pour la Palestine sont mis en prison. Le conseiller du roi, c'est un juif Voilà. ultra-sioniste. Oui, mais on peut être... Oui, d'accord. Mais il y a pas... Visiblement, ça montre une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste aujourd'hui. Hein. Franchement, aujourd'hui, c'est une position bien partagée. D'abord, dans les pays en Amérique, puisqu'il y a plus de sionistes chrétiens que de juifs, que de sionistes juifs. Et je vous signale que c'est parmi les juifs qu'il y a eu le plus de réactions là, à la lutte, à la guerre en Palestine, à la guerre à Gaza, dans les universités américaines. C'est intéressant. Et puis dans les pays arabes, franchement, ces gouvernements sont tous... ils sont tous alignés, oui, alignés. On avait voulu passer la Palestine sous le boisseau avec les accords d'Abraham, soi-disant. Ben, vous voyez qu'il a fallu cette éruption du 7 octobre pour remettre la Palestine sur la table alors qu'elle avait disparu. Donc c'est le... Pardon ? Dans ce cas-là, pourquoi continuer à agresser, à attaquer et à envahir le Liban? Mais C'est uniquement le 7 octobre qui concerne c'est vrai, oui, non, mais... Alors... On peut dire, à mon humble avis, que les visées expansionnistes des sionistes Oui, alors vont beaucoup plus loin que le Liban. Elles vont jusqu'en Afrique du Nord. L'Arabie Saoudite s'est touchée comme d'autres pays arabes, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui essayent de leur dire non. Je vous signale que... C'est là qu'il y a le problème. Oui. Le Liban, la Palestine n'est qu'un prétexte. Maintenant, ils sont en train d'envahir le Liban, et comme l'Occident ne dit rien, et continue à leur livrer des armes, ils vont continuer à attaquer le monde arabe, parce que vous parliez des suprémacistes américains tout à l'heure, qui sont des sionistes chrétiens, on peut les appeler comme ça, mais de vous avoir, vous savez très bien que les suprémacistes américains et les sionistes sont dans un avenir proche, seront amenés à s'affronter l'un et l'autre, parce que tous les deux ont ce côté suprémaciste. Lorsqu'on écoute ce que disent les rabbins sionistes, nous sommes tous des goïs, nous sommes tous des esclaves. Ils ont une vision du monde qui est bien pire que celle des talibans, bien pire que celle des wahhabis, bien pire que celle de tout le monde, mais plus personne ne peut le dire, car d'abord, on n'a mis plus personne sur le plateau de télé, on n'a plus personne dans les radios, plus personne n'ose écrire un article critiquant Israël. Le dernier à l'avoir fait, Pascal Boniface, excommunié pendant 3 ans. Alors, bon, alors, je vais reprendre la chose. J'ai dit tout à l'heure que pour le Likoud, la frontière d'Israël, c'est le Litanie. Bon, alors ça se sent dans la campagne aujourd'hui. Si personne ne les arrête, ils iront jusqu'au Litanie. Hein, ça c'est clair. Mais la frontière de la Grande-Bretagne, elle est bien à Calais. oui, elle est aujourd'hui parce que la police française, a mis la frontière sur la côte française. Bon, c'est un retour de l'histoire. Alors,
Je vous signale que le programme de Likoud, il était pour le démantèlement de l'Irak, le démantèlement de la Syrie, tout ça, ça a marché, le démantèlement de l'Égypte, les Égyptiens qui sont gentils avec... ils ne savent pas que le programme du Likoud veut un État saïdi en Égypte et un État berbère en Algérie. Ça fait partie du programme du Likoud. Donc on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, dans ces pays, on laisse faire ça? Eh bien... Je voudrais préciser qu'il faut faire la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Oui. Ils ne sont pas des sémites, les Ashkénazes. Quand on dit l'État hébreu d'Israël, ça me révolte. Ah ben, l'État hébreu, il y a... Bon, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, s'il vous plaît. Bon, le problème d'Israël, c'est qu'il est vraiment une incrustation dans un tissu social étranger, dans un tissu social, et qui ne peut se développer que par la guerre. Je vous rappelle, parce qu'ils ont peur, ils ont peur. Parce qu'il y a du pétrole partout autour. Il n'y a pas que le pétrole, il y a... Bon, et ils sont... Hein? Est-ce que quelque part, Pardon. Est-ce que quelque part, parce qu'on parle beaucoup de cette problématique en disant que c'est un projet colonial, mais vous avez d'autres spécialistes qui parlent aussi de sionisme messianique, qui s'est de plus en plus développé dans la société israélienne. Bien sûr. Et bien sûr. Quand tout à l'heure vous parliez des États-Unis, des évangéliques qui sont sionistes, mais qui sont sionistes messianiques. Mais antisémites, religieusement. Tôt ou tard, oui. Oui, on est aujourd'hui, on est à l'instant T. Israël sert, peut-être qu'aujourd'hui, il était le dernier. On parlait d'Israël comme un porte-avions américain au Moyen-Orient. Bon, on a parlé ça dans les années 70, 80, et c'est revenu. Bon, alors c'est revenu. Ça peut ne pas durer, effectivement, ça peut ne pas durer. Les Israéliens, alors pour des raisons de pétrole, pas simplement, parce que le problème du Moyen-Orient, je pense que c'est plus tellement la question du pétrole pour les États-Unis, c'est la question du contrôle du pétrole européen et asiatique. C'est ça, c'est le contrôle des robinets du pétrole, parce qu'ils n'ont pas besoin. Donc c'est un problème géopolitique de maintien de la puissance hégémonique américaine. D'ailleurs, les guerres du Golfe ont été faites pour ça. Et c'était dit, il suffit d'aller lire. Si vous êtes intéressé par ça, vous avez sur mon site un bouquin qui a été écrit en 2003 et qui s'appelle « États-Unis, la tentation de l'empire global ». Alors tout ça est expliqué, justement, la politique américaine. Il est en ligne, hein. C'est en ligne. Donc, le problème n'était déjà plus le pétrole comme source d'énergie pour les États-Unis, puisqu'ils s'en foutent. Mais contrôler l'énergie, la Chine, aujourd'hui, contrôler la Chine, contrôler le Japon, oui, et contrôler l'Europe. C'est ça. Et la Russie. Mais la Russie a son pétrole, là. Elle a plus de pétrole, elle a autant de pétrole que les États-Unis. La Russie, ça suffit. Elle n'a pas besoin de pétrole. Les États-Unis veulent contrôler tout ce monde-là. Mais bien sûr, ils essayent. Dans la liste des pays que vous avez cités, il manquait un. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème si on veut parler, bon, je ne sais pas si on dévie de la discussion, mais le problème stratégique des États-Unis aujourd'hui, c'est éviter la Chine. La Russie, pourquoi cette guerre, par exemple, en Ukraine? C'est pour contrôler l'Europe. Tant que les Européens luttent contre la Russie, les Américains sont sûrs qu'ils peuvent contrôler l'Europe. Et le jour où ils en ont assez, ils diront à l'Européenne, démerdez-vous.
Mais c'est pas la Russie n'est pas un problème fondamental, sauf évidemment les armes atomiques. Il y a un problème, il y a une question réelle là. Mais la Russie n'est pas la puissance qu'elle était avant. La puissance émergente, c'est la Chine aujourd'hui. Donc, comme la Russie se positionne par rapport à la Chine, devient de plus en plus dépendante de la Chine, c'est la Chine qui devient l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Bon, enfin bref. Je ne sais pas, on était parti sur une question qu'on n'a pas épuisée tout à l'heure. Sur les pays arabes. Les pays arabes. Les dirigeants des pays arabes. Bon, les dirigeants des pays arabes, les pays arabes, non. Dans l'histoire, il faudrait prendre l'histoire. Il y a un excellent livre d'un monsieur qui s'appelle John Tolan, et qui a fait un livre sur les Arabes. Et il montre que les Arabes ont pu exister, plus ou moins, pendant le conflit entre les États-Unis et la Russie. Parce que vous comprenez, vous imaginez que les Arabes ont été colonisés par les Français et les Anglais. Et quels Arabes? Hein? Et quels Arabes? Parce qu'ils étaient alliés. Le Moyen-Orient et le Maghreb, Alors, il y avait autrefois un dicton au Mexique qui disait le Mexique est trop près des États-Unis et trop loin de Dieu. Enfin, trop près des États-Unis, ça c'est certain. Alors, les pays arabes, ils ont toujours été près, ils sont près de l'Europe. Donc, pourquoi ont-ils, comment ont-ils pu secouer cette domination? Par l'antagonisme, grâce à l'antagonisme entre la Russie et... Or, John Tolan explique que cette époque est finie. Alors, et donc les Arabes, ils s'écrasent devant le plus fort. Les gouvernements, naturellement. Les gouvernements. Mais le fossé n'a jamais été aussi grand dans le monde arabe entre les gouvernements et le peuple. Mais le peuple, que faites-vous aujourd'hui? Alors, comment dire, l'avenir, ça sera peut-être de s'appuyer sur le conflit entre la Chine et les États-Unis. Mais les Arabes, le conflit avec la Russie est secondaire aujourd'hui, dans le monde. Bon, voilà. Donc l'avenir n'est pas magnifique pour les Arabes, parce que pour l'instant, c'est l'aplatissement devant la puissance la plus grande, des gouvernements, naturellement. Ce qui est source de problèmes dans les pays arabes, et source de conflits et peut-être de révolutions. Un petit détail, je voudrais bien remarquer qu'aujourd'hui, Prince Salman d'Arabie Saoudite, aujourd'hui, il a fait une déclaration qu'il n'a pas un arrangement des accords d'Abraham sans État palestinien. C'est aujourd'hui, et c'est le 7 octobre qui fait ça, qui a fait cette emprise sur Prince Salman d'Arabie Saoudite. J'ai pas entendu. C'est aujourd'hui. Oui, oui. Le prince Salman a fait une déclaration Oui. aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'accord d'Abraham sans une reconnaissance d'un État palestinien. Oui. D'accord. Si on peut revenir juste non, j'avais juste une petite question. Je vais laisser la parole à monsieur. Mais je voulais juste revenir sur l'antisémitisme et l'islamophobie. C'est le sujet. C'est le sujet, oui. Alors, je voulais votre avis de lexicologue. Concernant, en fait, le mot antisémitisme et le mot aussi islamophobie. Oui, est-ce qu'il est vraiment, réellement adapté au sens qui lui sont apportés, en fait? Bon, antisémitisme, ça ne veut rien dire dans le mot. Dans le mot. Alors, il y a une judéophobie, oui. Il y a des judéophobies, il y a une judéophobie chrétienne, une judéophobie sociale au XIXe siècle. Proudhon était un anti-judaïsme, mais quelque chose de coupé au couteau. Il demandait de les expulser tous d'Europe. Proudhon. Il y a aujourd'hui des gens qui se réclament de Proudhon, comme un certain Michel Onfray, je crois, par exemple. C'est intéressant. Mais lui, c'est pas les Juifs qu'il veut chasser, c'est les musulmans, lui, aujourd'hui. Bon, enfin, on peut riper comme ça, on peut glisser. Mais
judéophobie, ça a un sens. Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Au XIXe siècle, on a découvert, alors il faut faire l'histoire des mots. Au XIXe siècle, on croyait que, d'abord, on a cru, les linguistes ont cru que la première langue, c'était l'hébreu. Dieu a parlé aux hommes en hébreu. Bon, alors... Les premières écritures, c'est des écritures cunéiformes, parce que les Juifs... Oui, non, mais ça, je parle de la perception qu'avaient les linguistes. Si vous étiez au XVIIe siècle encore, l'hébreu... Alors, d'ailleurs, on va chercher Saint-Augustin, on va prouver que... etc. Donc, il parle hébreu. Et puis ensuite, les langues se sont divisées. Il y a eu les Chaldéens, les Araméens, les Arabes, etc. Donc, on allait chercher, quand on voyait un mot arabe, quelle était l'origine hébraïque. Bon, enfin, aujourd'hui... Alors, on s'est aperçu, au XIXe siècle, qu'il y avait les Indo-Européens, qu'il y avait des langues qui n'avaient rien à voir avec les langues qu'on a appelées sémitiques, en termes bibliques, on les appelait sémitiques, et ce sont les langues indo-européennes. Bien. Alors, Ernest Renan était, qui était un sémitisant, vantait les langues indo-européennes, mais il a assimilé les langues et les peuples. Et il n'a pas simplement parlé de langue, mais de peuple. Et il y a un savant allemand qui s'appelle Schneider-Schmidt, non, pas Schneider, comment s'appelle-t-il? Quelque chose comme ça, qui a créé le mot en disant que Renan est antisémite. C'est-à-dire, il dénature les peuples qui parlent des langues sémitiques. Et Renan dit d'ailleurs la pire langue sémitique, c'est l'arabe, parce que dans l'arabe, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun esprit. Bon, bref, l'islam, je ne vais pas rappeler ce que dit Ernest Renan sur l'islam. Mais ça n'a aucun sens, parce que dans les peuples sémitiques, on a mis les Hébreux, on a mis les Syriaques, les Araméens, l'araméen, les Arabes, etc. Mais ce sont même les Arabes, ce n'est pas une ethnie. C'est une langue. En Éthiopie aussi. En Éthiopie, il y a le sud-arabique, et l'éthiopien. L'éthiopien fait partie de la famille sud-arabique des langues. Bon, ça n'a aucun sens de dire antisémitisme qui a été accaparé par le judaïsme. Bon, comment d'accord. expliquer cette exclusivité aux Juifs? Comment expliquer c'est-à-dire, à l'époque, dans les milieux intellectuels, il n'y avait que les Juifs qui avaient un poids, il n'y avait pas les musulmans, n'avaient pas de poids. Donc c'est une captation. C'est comme on dit, les États-Unis s'appellent américains. Mais ils ont capté, même celui qui vit en terre de feu, il a été dépossédé de son américanitude. D'accord ? Il faut dire états-unien. Bon, c'est ce que je dis. Je vous signale, madame, vous avez raison. Je mets états-unien, comme ça c'est plus clair. Bien qu'américains, c'est les Européens qui ont appelé les gens de ces continents américains. Eux-mêmes s'appelaient autrement. Bon, donc c'est ça n'a pas de sens. En linguistique, en antisémitisme, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens historique. C'est-à-dire que la vague de racisme anti-juif du XIXe siècle s'est appelée antisémite. Et je pense qu'il faut réserver ce mot, personnellement, à cette vague-là. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Dès qu'il y a un anti-judaïsme quelque part, dès qu'on critique, ça y est, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire, on ravive l'idée de la Shoah et on la porte sur les conflits actuels. Ça, c'est une imposture. Mais ce terme est une imposture. Le terme a une imposture aujourd'hui. Oui, c'est une imposture. Oui, mais il y a plusieurs volets. Pour les peuples en fait d'origine sémite. Bien sûr. Pour les peuples, moi qui suis d'origine maghrébine, ou bien même, voilà, en tant que militante pro-palestinienne. Oui, non, il faut refuser. Je pense qu'il faut refuser le terme. J'ai beaucoup de manifestants qui viennent me voir et qui me disent, mais pourquoi en fait continuer à utiliser ce terme dans les médias? Il faut dire racisme anti-juif, ça existe. Il y a du racisme anti-juif, ça existe. Hein. Bon, voilà. Il faut combattre et dénoncer, bien sûr. Ça existe. Et le pire, le climax du racisme anti-juif, ça a été évidemment le nazisme, c'est clair.
puisqu'il a abouti à l'extermination, à une volonté d'extermination. Et concernant l'islamophobie, alors, Oui. Il y a quelques années, quand ce mot a commencé à faire surface et à être comme on l'entendait dans les médias, alors sur beaucoup de plateaux télé, certains chroniqueurs, journalistes, disaient que oui, mais l'islamophobie, c'est la peur de l'islam. On a le droit d'avoir peur de l'islam. On a le droit d'avoir peur d'une religion. Est-ce que c'est un terme qui est adapté au racisme anti-musulman? Alors, le problème, c'est lié à cette question coloniale que j'ai appelée, puisque les musulmans ont été considérés comme une ethnie. D'accord? Et donc, ça brouille les cartes. Si vous êtes anti-musulman, qu'est-ce que c'est être anti-musulman? D'ailleurs, regardez comment la chose est compliquée. Dans le dictionnaire français, qu'est-ce que c'est l'islam? Allez, prenez le Larousse, prenez le Robert, il y a 3 choses. L'islam, c'est une religion, c'est un peuple, c'est un peuple, et c'est une civilisation. C'est faux. Alors, on dit, civilisation, ça doit se mettre avec un grand I. Alors, vous imaginez Marine Le Pen qui voit civilisation de l'islam avec un grand I et le christianisme avec un petit c. Mais c'est complètement stupide. Elle aurait raison de râler, après tout. Donc, c'est stupide, ces mots. Ces mots, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Il faut aller chercher les forces sociales qui se battent là derrière ces mots, et qui les utilisent ou les instrumentalisent. C'est ça la question. Est-ce que ce terme islamophobie n'a pas permis également, parce que c'est un terme qui est, je trouve, qui n'est pas assez fort pour non, il n'est pas assez fort. parler de racisme anti-musulman. Est-ce que ce terme-là n'a pas participé à la banalisation en fait de ce racisme? Alors c'est problématique. Alors moi j'ai eu une expérience, j'aimais pas le mot islamophobie. Un soir, devant une association culturelle musulmane, c'était à Ivry, il y avait 200-300 personnes. Et j'ai dit, bon, c'est pas bon terme. Il y a eu un tel tollé que je me suis dit, bon, on est foutu, on peut pas, on est obligé d'utiliser. On peut pas, c'est une question d'usage. Donc, je préfère dire, il y a 2 islamophobies. Il y a la crainte de la religion où on n'aime pas l'islam. Bon, on n'aime pas l'islam, on n'aime pas le christianisme, on n'aime pas... On n'a pas besoin de le savoir. À la limite. Bon, alors... à la limite, si, comment il s'appelle cet écrivain à la mode là, qui a écrit Soumission, Welbeck, quand il dit l'islam c'est la religion la plus con, bon, à la limite, si c'était que ça, il mérite de baffe, c'est tout, après tout, mais il a le droit. Mais c'est qu'il y a une islamophobie qui n'est pas simplement la critique, la religion, mais qui est celle d'un peuple. Et c'est même écrit dans le dictionnaire. Bon. Donc, je n'aime pas lire. Écoutez, une petite anecdote intéressante. Il y a eu, il y a quelques années, il y a une feuille d'extrême droite, suprématiste et autres, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui avait fait des affiches, qui mettaient « musulmans dehors ». La 17e chambre correctionnelle à Paris les a condamnés. Racisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis islam dehors. Eh bien, la chambre les a encore condamnés. Les juges, c'est les mêmes, mais ils ne se sont pas trompés. Ils savaient bien que c'était que derrière islam, je mets les musulmans. Alors, dans la scolastique de la société française, on dit, oui, on a le droit d'attaquer les idées de quelqu'un, mais pas quelqu'un. Alors voilà... Mais on peut feindre. Même le dictionnaire le permet de dire derrière l'islam, j'ai passé par une religion, c'est un peuple. Donc ces gens-là, comme Elisabeth Badinter, ce sont des gens qui sont des ignorants. Voilà. Alors, quand on a le mot islamophobie, alors Marwan Mohamed, que vous connaissez, il a écrit là-dessus, mais aux États-Unis, en Angleterre, dans les années 90, on a montré que l'islamophobie, ça a plusieurs degrés, Donc, il faut utiliser l'islamophobie raciale. Il y a une islamophobie de l'esprit, de la critique de l'islam, et l'islamophobie raciale.
Bon, et quand quelqu'un dit « Ah, mais on veut m'empêcher de parler... » Eh bien, on ne t'empêche pas de parler de la religion, mais pourquoi tu utilises le mot « islam » et que derrière tu mets les musulmans, comme fait la loi française dans le séparatisme qu'elle n'a pas osé appeler... Bon, enfin, tout ça, c'est des simagrées. Mais derrière ce petit jeu de chat et de la souris, il y a des questions bien réelles. Est-ce que les musulmans sont heureux en France, comme les Juifs disaient au XIXe siècle, heureux comme Dieu en France? Je ne pense pas. Il y a un problème. Il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de racisme, systémique, et des problèmes même de racisme institutionnel, on l'a vu, la question du voile, etc. Bon, et on prend le pas, et l'État, avec les lois contre le séparatisme, il a embrayé dans une islamophobie d'État, c'est évident. Alors, elle reste à sa place pour l'instant, mais c'est un train qui est en marche. Oui, bonsoir. Merci, professeur Laffitte, pour cet éclairage. Et évidemment, je tiens à souligner que par les temps qui courent, c'est salutaire et c'est réjouissant de voir certaines structures associatives porter des sujets similaires comme ceux de ce soir que nous avons essayé tous ensemble de mener une réflexion ensemble. Et la cause palestinienne est liée, à mon sens, par rapport à ce qui se passe sur le plan national, et notamment dernièrement suite à la dissolution, donc ce qu'on a vu sur le paysage politique de l'Hexagone, de la France. Et ça on peut le voir aussi à travers, par exemple, c'est d'ailleurs très risible, à travers la passation de pouvoir au niveau du ministère de l'Intérieur entre Darmanin et Retailleau. Où Darmanin, pour la faire courte, il disait en fait, alors qu'il est dans un ministère régalien, qui est normalement censé défendre la devise républicaine, donc notamment l'égalité, où il se dit qu'en fait, s'il avait gardé que le prénom Moussa... Ah oui, c'est bien ça. Il ne serait même pas député, il ne serait même pas dans les différents ministères depuis nombreuses années maintenant. Et vous imaginez en fait ce que ça dit. Vous avez parlé de la loi séparatisme et de tous les outils juridiques qui ont été mis en place depuis ces dernières années. Vous avez parlé vous avez parlé aussi du racisme d'État et d'État raciste. Et d'ailleurs, Olivier Lecour Grand Maison, il en fait état dans son dernier livre d'une manière remarquable. Et en fait, la réflexion, si vous voulez, est ma question. Alors, pour revenir, c'est par rapport à Darmanin, ce qu'il a avancé, je veux dire, c'est quand même une sorte d'aveu, et c'est un aveu qui est très intéressant. Ah, il est intéressant, c'est intéressant. Et très intéressant, mais en même temps, je le trouve très incohérent. Ah. Et je le dis ainsi parce que c'est vraiment par pur euphémisme. Juste ma réflexion et la question qu'on peut poser. La réflexion et la question qu'on peut se poser. Et donc je le disais en préambule, finalement la cause palestinienne, la manière, en fait, la posture de la République française, par le haut, en fait, ce silence assourdissant, finalement expliqué à travers la politique qui est menée à la fois au niveau intérieur, au niveau de l'Hexagone, mais aussi en dehors. Et la réflexion, c'est pour vous, professeur Laffitte, quelle est votre réflexion et comment infléchir cette fâcheuse trajectoire qui vient d'en haut? J'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux répéter un peu plus fort? Quelle est la question exacte là? Parce qu'il y a eu beaucoup de... La question, en fait, la oui. question, là, ce que j'ai fait, c'est que des remarques par rapport à la politique intérieure de la oui. France et en disant qu'en fait, que la cause palestinienne est très liée par rapport à la posture politique de la France. Et la question qui est posée,
c'est quelle est votre réflexion et comment infléchir cette fâcheuse trajectoire qui vient d'en haut? Moi, je pense que la question, le parti pris de la société officielle pour Israël, c'est un parti pris de type colonial. Vous avez des couches entières de la société qui ont revécu l'Algérie, comment dire, en Palestine. Ils ont revécu cette époque. Et dans les Palestiniens, ils voient les Algériens. Et la question des Palestiniens, ça a été, depuis longtemps, ça a modifié même l'état d'esprit dans la société française d'une gauche qui avait pris parti contre la guerre pour le FLN. Et quand ils ont vu les Palestiniens dans les années 70, il y en a qui se sont dit « Ouh là là, j'ai l'impression qu'on s'est trompé avec les Algériens. » C'est-à-dire, il a... Hein? Ouais. Sentiment de culpabilité. J'ai pas compris. Est-ce que ça a à voir avec le sentiment de culpabilité concernant ce qui s'est passé? Ah, ben il y a... oui, il existe, bien sûr que ça existe, c'est un élément. C'est un élément. Bon, et il est... Hein? Oui, mais justement, la différence entre l'Allemagne... En Allemagne, vous avez cet esprit-là de culpabilité qui devient un tabou absolu. En France, il y a le rapport avec la colonisation. C'est ça qui fait qu'en France, c'est un peu plus vicieux, un peu plus politique et un peu moins moral, si vous voulez. De tradition. Oui? Oui, c'est une vieille histoire la question, c'est qu'il faut aller regarder plus en détail en Algérie parce que l'opposition à la métropole s'est faite par une vague antisémite. Parce qu'on accusait les Juifs. Vous avez des gens qui disent « Moi, je ne vais pas voter pour un Juif au Conseil général de Constantine, quand même ». Bon, alors ça, c'était les colons. L'antisémitisme. La vague antisémite en France, elle a été très forte en Algérie. Et c'est contre le décret Crémieux, pour l'accusation des Juifs de tout. Même on est arrivé à accuser les Juifs de vouloir opprimer les Arabes. On est arrivé à ça, alors que c'était des colons, non? Visiblement. Donc, il y a en France un rapport particulier à la question juive, à la question de l'antisémitisme, à la question de la Shoah, et il y a un lien, il y a un rapport. Dans la question aujourd'hui se lie des questions comme ça a été dit, de rappel de la Shoah qui est instrumentalisée évidemment par Israël pour justifier ses crimes, et pour justifier l'absolution qu'on donne à Israël pour les crimes commis à Gaza et en Cisjordanie. Il y a ça. Et il y a d'autre part, je pense que c'est lié à la société se voit de nouveau, elle assimile Israël comme une partie du tissu européen, français et européen. Ce sont les enfants chéris, si on veut, et on se retrouve en face les Palestiniens et l'Algérie. Et vous avez naturellement... Si on voulait faire la psychanalyse du grand rabbin là, qui vient d'Algérie, on serait en plein là-dedans. C'est des gens qui, moi j'ai vu en Palestine par exemple, j'ai vu des Palestiniens qui étaient sortis de prison et qui disaient les pires dans les prisons, ce sont les Juifs d'Algérie. Il y a une vengeance. Il y a une haine, il y a quelque chose. Il y a une vengeance. Bon, alors, je vais pas... Je pense que c'est plus qu'un élément psychologique, c'est un élément politique. Il y a une vengeance de la perte de l'Algérie. Voilà. Ça, c'est clair. Véhiculée de génération en génération. C'est clair. Des enfants
c'est clair. Et on le voit avec le Rassemblement national, qui est un héritage. L'ex-mari de Marine Le Pen, c'est un juif pied noir quand même. C'est pas rien. Le type de Perpignan, là, comment il s'appelle, Alliot. Donc il y a un jeu. Enfin, je parle sans rentrer dans la personnalisation et comment dire, les parcours personnels et les parcours déterminés par le. Il y a ça existe. Ça existe. Les Juifs d'Afrique du Nord, enfin je ne dis pas les Juifs d'Afrique du Nord, c'est difficile à dire ça, mais dans le milieu du judaïsme séfarade, vous avez naturellement les rancœurs contre l'indépendance. Ça, c'est clair. C'est parfaitement clair. Je voudrais ajouter une chose, s'il vous plaît, par rapport au silence coupable de l'Occident, particulièrement de la France et de l'Allemagne, et de l'Angleterre, entre autres. D'abord, au niveau de l'ONU, vous n'avez que d'anciennes puissances coloniales qui ont le droit de veto. Ça complique les choses, parce que l'ONU, les 5 membres et le droit de veto, ce sont que des anciennes puissances coloniales. Il faudrait déjà, à mon avis... Oui, c'est clair, c'est clair. Et deuxièmement, je vais être bref, la bonne conscience française, je veux dire, par rapport à la Shoah, la conscience française, l'inconscient collectif du peuple français est taché par les camps de concentration. Il y en a un qui est pas très loin d'ici, à Schirmer, quand vous avez d'abord, j'ai grandi là-bas. Je peux vous dire qu'on donne aujourd'hui carte blanche, on donne un blanc-seing à Israël pour que le français moyen puisse se laver de ses propres péchés et laver sa propre histoire. Et les Allemands sont complices de cela en arrêtant des gamins dans la rue qui ont 8 ans avec un drapeau palestinien et ils envoient 10 policiers pour les courses dans la rue comme si le gamin avait tué un flic. Et je résume ma pensée parce que ce à quoi on vient d'assister au niveau de nos hommes politiques. Vous avez le Rassemblement national qui a passé un espèce de deal, c'est mon avis à moi, avec le lobby juif, avec le CRIF à Paris, en leur disant, alors les juifs ont dit, alors effectivement, vous maintenant au Rassemblement national, vous n'êtes plus racistes, vous n'avez plus rien contre les juifs, vous nous aimez bien, on va vous appuyer, mais on tape sur les arabes. Et c'est le deal qui permet aujourd'hui ce grand silence. Et aujourd'hui, oui, il y a... peut nous faire croire que le Rassemblement national n'est pas raciste et n'est pas anti-juif. Il n'y a pas besoin de deal. L'anti-islamisme, le fait de mettre la résistance palestinienne, de la mettre sur le compte, non pas, ne pas la voir comme une lutte de résistance, mais comme une lutte islamiste, eh bien fait que, évidemment, le CRIF, qui est quand même un des piliers de l'islamophobie en France, il faut pas le nier, et le Front National, il se retrouve du même côté, là. Il n'y a pas besoin de deal, il est naturel. Donc on a aujourd'hui, regardez les plateaux télévision, vous allez voir ces collusions. Mais concernant la France, on avait quand même, enfin la France, politiquement, elle est quand même de tradition à maintenir et à tenir une politique, elle était, de tradition à tenir une politique pro-arabe. On veut dire cette tradition, même les propos, les discours de Gaulle concernant Israël, et même... Il n'y a que Villepin qui est dans cette tradition. Vous avez remarqué qu'il n'y a qu'un homme politique aujourd'hui, il reste. Bon, d'autre part, la politique arabe de la France, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Moi, je me rappelle avoir interviewé Michel Jaubert dans les années 80. Il dit, qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse pour les Arabes? Ils font rien eux-mêmes. Ils n'ont eux-mêmes pas de politique arabe. Comment voulez-vous que nous, on fasse une politique arabe à leur place? Il y a une part de vérité là-dedans. Mais la France n'existe plus. Voilà, ça c'était dans les années 80, alors vous imaginez aujourd'hui? Bon. Alors moi je défends pas Michel Jaubert, il jouait son rôle, son rôle de diplomate français. Mais bon, ça prouve les États arabes, déjà les gouvernements arabes dans les années 80, le Front du Refus, ça avait déjà du plomb dans l'aile. Bon, et ça a fait que... J'ai une question. Oui. C'est-à-dire la soirée, dans cette soirée, on parle de l'antisémitisme, de oui.
Mais derrière l'antisémitisme et l'islamophobie, il y a ce qu'on appelle de nos jours communément des narratifs. Et la particularité du narratif, c'est que la personne qui adhère à un narratif, ce narratif devient la vérité. Donc ici, dans cette salle, il n'y a personne qui adhère de plein pied au narratif israélien. C'est une évidence. Oui, j'ai pas l'impression parce que... En dehors des narratifs, il y a également la vérité. C'est-à-dire, il y a le narratif de l'un, le narratif de l'autre, Oui. et la réalité des faits. Alors, ce que je veux dire, c'est que la France, évidemment, elle est islamophobe, mais avant tout, elle est à 1000%, elle a adhéré au narratif israélien. Oui. Et qu'est-ce que c'est le narratif israélien? Le narratif israélien, c'est la Nakba n'a pas existé, la Palestine n'était pas habitée, c'était un désert aride. Nous, pionniers, on a fait des kibbutz, l'esprit communiste qui était très à la mode à l'époque, et on a fait vivre ce pays. Et il y a des gens qui ne sont pas palestiniens, parce que pour les Israéliens, je parle pas des... Ça n'existe pas, les Palestiniens. Ça n'existe pas. Bon. Et il y a des Palestiniens qui nous cherchent des coups dans la tête. Voilà, ça c'est leur vérité. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent sur I24, qui est leur chaîne de télévision favorite? Ils n'ont aucune information concernant Gaza. Ils ont uniquement des informations concernant Tsahal. Éventuellement, on peut ponctuer ça enfin, pour moi, c'est un exemple extrêmement frappant. On interviewe un psychiatre, une psychiatre qui est là pour aider les pauvres Israéliens qui ont été traumatisés. Mais en Palestine, il n'y a personne qui a été traumatisé. Bah, bien sûr que non. Bien sûr, bien sûr. Alors, je veux dire, comme nous, on a adopté à 1000% ce narratif, évidemment, on est forcément islamophobe. Bien sûr. Quant aux États-Unis, je pense que un aspect que nous on méconnaît, c'est le messianisme des chrétiens, pas Oui. des juifs. On pense Des chrétiens, oui, oui. Des juifs aux États-Unis, Ouais. mais c'est le lobby chrétien messianique. Et bon, moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que c'était, mais j'ai cru comprendre que pour que le Christ puisse, le Messie, pas le Christ, pour que le Messie puisse venir sur terre, toute la Palestine doit être occupée par des Juifs. En fait, et il le faudrait temple que les 12 reconstruit. Il faudrait D'où que les l'intérêt. 12 tribus, en fait, ils disent que les 12 tribus d'Israël soient réunies. Voilà, d'où l'intérêt de détruire la mosquée. Oui, non, c'est clair. Mais ça, c'est un vieux mythe protestant qui existe depuis le XVIIe siècle. Hein, En dehors des mythes, c'est un vieux truc. je crois que si on ne tient pas compte des narratifs, on ne peut rien comprendre du tout. Et le narratif allemand, c'est on est coupable. Oui. Le narratif, on est coupable de la Shoah. Le narratif israélien, c'est notre existence est basée sur la Shoah. C'est ce qui justifie notre État. Et le narratif français, il y en a deux en fait. Il y a un narratif français pro-palestinien qui est basé sur la culpabilité du colonialisme. Oui, mais il n'est pas... Dans les grandes lignes, hein, de manière très grossière. Et le narratif français qui est basé sur le narratif israélien et qui de ce fait se retrouve beaucoup plus sioniste qu'islamophobe. Mais pour moi, l'islamophobie... Mais c'est lié. En plus. C'est lié aujourd'hui, c'est lié. C'est lié, mais ça, je veux dire, concernant le conflit israélo-palestinien, l'islamophobie dépasse ce conflit. Alors, il y a encore une autre remarque que je voulais faire. Oui. C'est que quand on écoute des émissions, quand on lit des chroniques dans les journaux, on considère que pour faire la paix, il faudrait que les dirigeants israéliens et les dirigeants palestiniens s'entendent pour conclure une paix. C'est ce qui était prévu avec Rabin et Arafat. Mais je pense que ce qu'on n'évoque jamais et qui est réellement indispensable à faire la paix, et qui s'est passé en Allemagne, les Allemands ont pris connaissance de la Shoah
et ont accepté, ils ont cru à ce qu'ils ont fait la Shoah. Mais les Israéliens n'ont jamais reconnu la Nakba, et le peuple israélien qui est né bien après, pour la plupart ne savent pas, d'ailleurs les Français ne savent pas. Quand on parle à quelqu'un de Nakba, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas au courant, on n'a rien dit. Et les Israéliens, il faut déjà qu'ils apprennent l'existence de la vérité, et ensuite qu'ils l'acceptent. Et à ce moment-là, on pourra faire une paix. Oui. Ce que je veux dire par là, demander une pression des Américains pour qu'ils livrent moins de bombes. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est forcément ça qui va amener la paix. La seule chose possible pour amener la paix, c'est que les Israéliens reconnaissent ce qui s'est passé. Pour les Palestiniens, eux, d'après ce que j'ai compris, la seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on arrête de les assassiner, d'être sur leur dos, de leur couper les oliviers, de les exproprier, etc. Ils veulent juste les revendications. Oui, mais vous savez... elle est claire. Hein, la conscience suit l'action. Hein, il y a une donc, d'un État palestinien, une reconnaissance d'un État palestinien, avec des droits, le droit au retour, etc. Et ça, apparemment, Israël n'est pas prête à faire... Le droit au retour, vous imaginez, ils ne veulent même pas permettre le retour dans les territoires occupés. Alors, vous imaginez toutes les discussions qu'il y a eu sur le retour, mais d'après l'ONU, les Palestiniens, depuis 1948, ils ont droit au retour. Sinon, ils ne seraient pas des réfugiés. Eh bien, les discussions qui ont eu lieu entre l'OLP et a envisagé le retour de 13 000 Palestiniens dans les territoires occupés. 13 000 sur 9 millions, ça ne fait pas grand-chose. Bon, donc ça veut dire que avant que les gens reconnaissent leur tort, l'histoire... Vous croyez que en Algérie, par exemple, les Français sont allés dehors avant qu'ils reconnaissent... que la colonisation, c'était un crime. Et on avait encore en 85 des gens qui ont fait passer une loi sur les bienfaits de la colonisation. Bon, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, il faut se référer à ce que disait, Aimé Césaire, qui disait que la colonisation, ce qu'il y a de positif, c'est le rapport entre c'est que des peuples se contactent. Mais le plus mauvais contact entre les peuples, c'est la colonisation. Donc c'est le pire, puisqu'il crée des effets délétères, non seulement, enfin comme toujours ont montré dès le XIXe siècle, délétères non seulement chez le colonisé, mais aussi chez le colonisateur. Voilà. Je voulais revenir sur le narratif que monsieur a évoqué. La France n'avait pas besoin d'adhérer au narratif israélien. C'est ça. Que la France l'a fait lui-même, a fait elle-même précédemment, dans les années 1830 avec l'Algérie. C'est-à-dire que l'appel en fait à repeupler cette terre qui était considérée comme aride, vide de peuplement, elle n'a pas attendu ni l'Allemagne ni l'Israël pour y adhérer, vu qu'elle-même a été, je dirais même créatrice de cet état de fait que nous vivons actuellement au Proche-Orient et des camps de concentration qui existaient déjà. Je voudrais peut-être, en attendant d'autres questions, je voudrais revenir sur... Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur le Liban. L'officialité française, elle a les yeux tournés vers quoi? Vers Israël. Qu'est-ce qu'ils souffrent, ces Israéliens? Ils veulent retourner dans le nord. Ah oui, mais au Liban, les souffrances dans le Liban, ça n'existe pas. Ou bien on fait parler des Libanais qui sont d'accord avec les Israéliens. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la société libanaise, il y a des coteries qui sont pro-israéliennes et que Israël a utilisées. Je parle des massacres de Sabra et Shatila, par exemple. Bon, c'est pas la peine de... C'est vieux, d'accord. Donc, la société... Pardon ? On dit c'est vrai pour tous les conflits. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout de suite,
entre Israël et le Liban, tout de suite on va regarder ce qui se passe dans la société israélienne. On ne regarde pas. Alors, c'était intéressant tout à l'heure, il y avait une journaliste israélienne qui disait le Hamas a attaqué Israël. Et un militaire français, qui est le colonel Hensel, Guillaume Hensel, qui est pas... Il dit, mais c'est pas... On peut pas dire que le Hezbollah a attaqué Israël, c'est pas vrai. Regardez les chronologies, regardez la situation. Vous croyez que les fameux bip-bip, là, attendez, ça fait plus d'1 an de préparation. Vous croyez que c'est lié à une attaque? Non. Alors, un militaire qui explique que militairement, il n'y a pas d'attaque, c'est pas une attaque de Hezbollah sur Israël, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup d'entendre un raisonnement comme ça. Bon, c'était une parenthèse. Merci infiniment. Alors, on va juste clore cette soirée. On va continuer. Attends, il y a quelqu'un qui veut dire là? C'est juste une précision pour ce que vous venez de dire. D'ailleurs, Hezbollah a été inventé dans les années 80 après l'invasion d'Israël du Liban. Donc, ça ne peut pas être le Hezbollah qui a commencé si Israël était déjà présent sur les territoires libanais. Bien sûr. C'est un argument qui peut être très rapidement démontré. Bon, de toute façon, quand on est libanais, on sait, ou dans le sud Liban, on sait que les visées d'Israël sont quand même le litanie. Il ne faut pas quand même... faut pas trop... il n'y a pas besoin de faire trop de démonstrations. Mais ça ne se limite pas d'ailleurs jusqu'au litanie. Hein. C'est le projet du grand Israël. Oui. Il y a même des soldats qui ont le... Alors, une dernière question. Plus fort et articulé. Ça va peut-être vous paraître étrange ce que je vais dire, et j'ai très bien compris vos explications par rapport à tout ce qui était les psychologies. Je me suis dit, est-ce que finalement il n'y a pas un intérêt pour nous musulmans aussi de ne pas utiliser le mot islamophobie, mais d'utiliser justement antisémitisme. C'est-à-dire que, parce que moi je me dis finalement antisémite, quand on subit des actes islamophobes, de dire c'est de l'antisémitisme, ce serait une manière... Oui, on revient à la discussion tout à l'heure. Il faut éviter de tomber dans ces choses-là parce que c'est quand même un peu... c'est des discussions de papier, quoi. On peut dire, ça ne correspond pas à des forces réelles. Il faut regarder les forces réelles et pas les mots qu'on utilise, vous voyez. Il faut essayer d'éviter d'utiliser les mots. C'est comme la discussion sur le génocide. On peut discuter juridiquement pendant des heures. Il y a des gens qui vont le faire pendant des années. Mais est-ce que matériellement, quelles sont les forces réelles qui jouent? Est-ce qu'il y a vraiment une tentative de nettoyage ethnique de Gaza? Est-ce qu'il y a une tentative d'extermination des Gazaouis, etc. Ça même les juristes répondent oui. Donc, c'est important. Ce que je constate aussi, c'est que, pour l'avoir vécu, c'est qu'on a souvent cette gêne, nous, à aller crier au loup, en fait, quand il y a des choses qui nous arrivent, on ne va pas tout de suite dire « c'est de l'islamophobie ». Enfin, même si on en parle aujourd'hui, moi j'ai plus l'impression qu'on est, que ce soit les maghrébins, musulmans ou autres, nous on ne va pas porter plainte en fait, on ne va pas faire... Bien sûr. Tout ça en fait, à chaque fois moi je le vois par exemple quand je vis des injustices, je me dis je vais aller, et au final non je le fais jamais, je me dis non mais de toute façon je suis victime, ou ça sert à rien, et peut-être que ça a contribué à diminuer notre parole en fait à chaque fois. Je pense que devant une chose, devant des situations, il faut répondre concrètement. Dès qu'on va utiliser des grands mots, ça dilue la chose. Vous avez raison que l'islamophobie, ça peut diluer. Comme racisme, ça peut diluer la chose. Pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, il y avait une injustice vis-à-vis de moi, et j'ai commencé du coup à dire clairement ce qui se passait en fait. Et la réaction de la personne, ça a été finalement de me mettre dans le rôle de la petite sauvage finalement qui oui, donc... dit mais vous auriez pu dire les choses autrement, vous auriez pu
Une injustice, il faut la nommer concrètement, l'injustice. Et les médias connaissent les termes aussi. Ah ben regardez comment on utilise le racisme tout de suite. On l'utilise de façon morale. SOS Racisme, il a utilisé le racisme pour enterrer les luttes contre la pression qui pesait sur les Maghrébins. Il ne fallait surtout pas parler de ce qui se passait. Antiracisme général. Alors, même dans l'antiracisme, alors il y a tout de suite la discussion qui a eu lieu sur le sionisme. Ah mais le sionisme, c'est pas un racisme. Alors, antiracisme et antiracisme et antisémitisme, c'est pas la même chose. Bon, alors dès qu'on rentre dans ces trucs-là, on est foutu. Si vous avez une injustice, il faut dénoncer cette injustice. Une discrimination à l'embauche, une agression dans la rue, etc., etc. Il faut aller concrètement. Et c'est la meilleure manière de se faire comprendre en évitant tout ce qui renvoie comme ça à des généralités qui noient le poisson, bien souvent. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps,